Le 8 août 2022, après 5 mois de pourparlers sous la médiation du Qatar, les autorités de transition au Tchad et une quarantaine de mouvements politico-militaires signent un accord de paix. L'accord de Doha prévoit plusieurs engagements de part et d'autre, notamment un cessez-le-feu général, l'application d'une loi d'amnistie et des mesures visant à assurer la sécurité physique des membres des mouvements politico-militaires signataires, de leurs biens et de leurs proches à leur retour au Tchad. L'accord mentionne également la tenue dans les meilleurs délais en N'Djamena du dialogue national inclusif dont les résolutions seront contraignantes. Le 13 août, plusieurs délégués des groupes signataires de l'accord de Doha regagnent le pays. D'autres chefs de mouvements politico-militaires suivront. Parmi eux, il y a Timan Erdimi, président de l'UFR, Union des forces de la résistance, Mahamat Nouri de l'UFDD, Union des forces démocratiques pour le changement, Mahamat Assilek Alata, premier vice-président et porte-parole de l'UFDD, Aboubakar Choua Dazi, du MDJT, Mouvement pour la démocratie et la justice au Tchad, ou encore Takilal Ndolassum, du FPLS, Front populaire de libération du Sud, qui sera rebaptisé Front populaire de libération. Dari Tchadanana, Dari Tchadanana, Dari Al-Nas, il faut Zamana, Dari Al-Nas, il faut Zalata, Dari Al-Jifan Mayeb Kudjufoga, Manidora Nasamahi Sana Bunduk, Nidora Dari Yavga Michel Darufugani, Gaboulou Ouriye Anadari, beau pays. Nous avons un pays de 1 284 000 km². Nous ne sommes que 17 millions. C'est un quartier de Abuja au Nigeria. Nous pouvons faire beaucoup de choses. Et les Tchadiens, nous nous aimons. La plupart de ces personnalités retrouvent N'Djamena après plusieurs années d'exil. À leur descente d'avion, tous se disent prêts pour le dialogue. Nous allons mettre tout pour que le dialogue réussisse et afin que pour que la paix soit consolidée au Tchad et que nous retrouvons définitivement une réconciliation nationale, un Tchad nouveau. Le 20 août, le dialogue national inclusif et souverain d'Enis s'ouvre à N'Djamena. Parmi les 1400 personnes désignées pour siéger aux assises, il y a une cinquantaine de politico-militaires. Une trentaine de places a été accordée à la diaspora, soit 2 places par pays, ayant abrité les pré-dialogues à l'extérieur. Nous avons dit que si les politico-militaires ne viennent pas au dialogue, il n'y a pas de dialogue. Rappelez-vous ça. Pas de politique militaire, pas de dialogue. Nous sommes restés 5 mois avec eux, à discuter, à les caresser, à leur parler, à leur demander de venir signer. Non, on ne signe pas. Ils ont signé, ils sont venus. Respectons-les. Sans eux, pas de dialogue, pas de paix. Ça se paye. Il faut qu'on le paye. Dans le présidium du Denis mis en place, les mouvements politico-militaires sont bien représentés. Mahamat Ano de l'UFR en est le 4e vice-président. Dr Ousmane Hissène Guedi de l'UFDD et Mahamat Egré de l'UFR en sont les conseillers. Les représentants des communautés tchadiennes à l'étranger invités par le CODNI et les chefs des mouvements politico-militaires ont pris part activement aux travaux en commission thématique et en plénière du dialogue national inclusif et souverain. Mahamat Assilek Alata a été désigné parmi les 19 personnalités membres de la commission ad hoc mise en place par le présidium du Denis et chargé d'approfondir les sujets sensibles et qui risqueraient d'entraîner un éclatement du consensus. La future constitution, la charte de transition, la durée de la transition, les organes de la transition, l'éligibilité ou non des dirigeants de la transition. En tant que politico-militaires, nous penchons sur la constitution de 1996 avec un toilettage et il est donc nécessaire de la protéger, de
modification des circonstances et de la violation du principe qu'elle définit. Et pour le mandat présidentiel, je propose 5 ans renouvelables une seule fois. Concernant l'éligibilité aux fonctions électives, nous disons tout Tchadien est éligible. Le président de la République doit être âgé dans la fourchette de 35 à 70 ans maximum pour un mandat de 7 ans renouvelable. Et ceci pour donner suffisamment de temps au président élu de mettre en œuvre son programme politique pour lequel il a été élu. Pour les sénateurs, avoir minimum 35 ans pour un mandat de 6 ans. Le 9 octobre, à l'issue des assises du DENIS, Dr Ahmad Hassan Moussa, rapporteur général de la diaspora, a au cours d'un point de presse félicité le président de la transition d'avoir initié et réussi l'organisation du dialogue national inclusif et souverain. La diaspora a réaffirmé sa détermination et son engagement à apporter sa contribution au déroulement pratique du cahier des charges de la nouvelle phase de la transition en s'impliquant dans les organes de la transition. Preuve, parmi tant d'autres, de l'implication de la diaspora et des politico-militaires dans la suite de la transition. Le Conseil national de transition, élargi de 93 à 197 membres, compte désormais 2 représentants de la diaspora et 45 ex-politico-militaires. Très ravi de vous retrouver au compte de ce journal et merci de choisir la télévision en Losso pour vous informer. Bienvenue dans votre édition. Le président de transition, général Mohamed Idriss Déby Itno, a participé ce 9 février 2023 au sommet tripartite Angola, République centrafricaine et le Tchad à Luanda en Angola. Un sommet consacré à la situation sécuritaire en République centrafricaine. Suivez le reportage de nos confrères de la présidence. Le drapeau tchadien flottait en ce jour devant le majestueux palais présidentiel aux côtés de celui du pays hôte et de la République centrafricaine. Les dirigeants de ces 3 pays ont rendez-vous en cette mi-journée à l'occasion de ce qui peut être appelé un mini-sommet. Le chef de l'État général Mohamed Idriss Déby Itno, à son arrivée, a reçu tous les honneurs de la salutation des couleurs en passant par la revue de troupes avant la poignée de main avec le président angolais João Manuel Gonçalves Lourenço. Les 2 chefs d'État se saluent chaleureusement puis posent devant les photographes. Ils sont rejoints dans la foulée par leur homologue, professeur Faustin Archange Touadéra. Très vite, ils entament les discussions portant sur la situation en RCA, pays frontalier du Tchad. L'engagement de l'hôte du sommet a été salué par le président de transition, l'amenant à dire toute son admiration et son appréciation pour les multiples efforts en matière de médiation qui contribuent grandement à la résolution des conflits et autres tensions qui affligent le continent. Que ce soit sur le plan national ou dans les pays frères où la stabilité est menacée, affirme le chef de l'État, le Tchad est pleinement engagé en faveur de la paix qui constitue un préalable indispensable. Cet idéal l'a conduit à porter secours à nombre de pays africains, dont la République centrafricaine où le Tchad a grandement œuvré sur plusieurs plans, en déployant ses forces pour la stabilisation, mais aussi en offrant son hospitalité à ses citoyens réfugiés. C'est au nom de ce devoir humanitaire et de solidarité et en réponse à la demande de l'Angola, qui a assuré entre-temps la présidence tournante de la CEAC, que le Tchad a aussi hébergé des opposants centrafricains sur son sol. Assurance a été donnée par le chef de l'État sur l'entière disponibilité de son pays à travailler avec les autorités centrafricaines pour trouver les solutions les plus appropriées, qu'il s'agisse de la présence de ses citoyens sur le sol tchadien ou qu'il s'agisse d'autres questions touchant la sécurité, notamment à la frontière commune.
Le sommet tripartite a été aussi le lieu pour le président de transition, général Mohamed Idriss Déby Itno, de porter à l'attention de ses pairs l'évolution du processus de transition au Tchad, dont la deuxième phase est entamée à la suite du dialogue national inclusif et souverain, ouvrant un immense chantier plein de défis. Le Tchad seul ne peut le relever, souligne le président de la République, invitant les pays membres de la CEEAC à maintenir l'élan de solidarité et à continuer à soutenir le Tchad afin de faire de sa deuxième phase de la transition une réussite. À la primature, le Premier ministre de transition, Saleh Kebzabo, a rencontré ce 9 février 2023 les responsables du ministère de la Santé publique au menu des échanges des situations sanitaires dans les hôpitaux et les centres de santé. Suivez le reportage de nos confrères de la télévision nationale. Le Tchad est en perpétuelle quête d'une meilleure gouvernance de son système sanitaire. Les offres de services sont loin de satisfaire les attentes des patients qui affluent par milliers dans les structures sanitaires, notamment les hôpitaux et les centres de santé. Face aux sollicitations de plus en plus énormes de malades, le personnel est à la fois débordé et moins outillé pour une prise en charge adéquate. Autant de défis structurels et conjoncturels auxquels le gouvernement doit trouver des réponses adaptées. En clair, le ministère de la Santé publique doit investir dans le capital humain en renforçant ses capacités de façon continue, tout autant que les structures hospitalières sur l'ensemble du territoire. Il s'agit d'œuvrer pour s'approcher des normes ratio personnel soignant et patient. La présente rencontre autour du chef du gouvernement, Saleh Kebzabo, consiste donc à échanger afin de déceler les véritables goulots d'étranglement à l'effet d'apporter des solutions appropriées pour améliorer la qualité des offres en soins. Dr Abdelmajid Abdelrahim est le ministre de la Santé publique et de Prévention. Le ministère de la Santé agit dans une dynamique d'ensemble de l'intersectorialité, monsieur le Premier ministre, mais avec des défis immenses et variés. Donc nous avons jugé nécessaire de vous faire une présentation du contexte socio-sanitaire du Tchad, les forces et les faiblesses, mais quelles sont les stratégies que nous avons adoptées maintenant, avec les réalisations qui sont déjà faites, pour contribuer à l'atteinte des 3 axes tels qu'édictés dans la feuille de route de transition. Parmi les 3 axes, le ministère de la Santé occupe 3 axes également. Il s'agit notamment de renforcement des préventions des risques. Ça, c'est le premier axe du ministère de la Santé. Le deuxième élément, c'est l'opérationnalisation de la couverture santé universelle, qui est une stratégie mondiale instaurée au Tchad pour contribuer à la délivrance des services sociaux de base, notamment la santé, à l'ensemble de la population tchadienne, mais de façon progressive. Le dernier axe, c'est l'amélioration de la gouvernance et le leadership. Pour le Premier ministre de transition Saleh Kebzabo, la santé publique occupe une place privilégiée. Dans le cadre du fonctionnement général de notre pays, la santé publique occupe une place tout à fait particulière et privilégiée. Nous en avons tous conscience. Il faudrait donc qu'on mette en œuvre tout ce que nous savons, pouvons et devons faire pour atteindre des résultats. Après cette réunion de concertation et d'échange à bâton rompu, il ressort de la présentation faite par le secrétaire général du ministère de la Santé publique et de Prévention, axée sur les défis et perspectives pour l'amélioration des indicateurs de santé en période de transition, suivi des discussions que le Tchad reste l'un des pays confrontés à une situation sanitaire marquée par une morbidité et mortalité très élevées. Tout compte fait, le chemin reste encore long pour améliorer les indicateurs de santé et rendre le système de santé de plus en plus performant. Toujours à la primature, le Premier ministre de transition, Saleh Kebzabo, a échangé ce 9 février 2023 avec les responsables des infrastructures. Au menu des échanges, l'état des routes qui ne cesse de se dégrader. Je vous invite à suivre un extrait de son propos. Suivez. 24 mois, moins 3 maintenant, pour réussir un programme assez ambitieux qui est le cahier de charge du dialogue avec la feuille de route gouvernementale qui en est issue. Ce qui devient pour nous un défi. Parce que c'est pas évident. Je tiens d'ailleurs à préciser que pour ce qui me concerne, en matière d'infrastructure, maintenir celles qui existent, en créer de nouvelles éventuellement, mais surtout permettre la circulation
dans le pays en toute saison. La route, elle est essentielle. Pour le développement, c'est connu. Pas la peine de le ressasser. Mais surtout pour l'unité nationale. Sans route, il n'y a pas d'unité nationale. C'est par la route qu'on peut réaliser l'unité nationale. Parce que la route facilite les échanges, facilite les déplacements. On peut aller d'une région à une autre très facilement. Mais, Monsieur le ministre, je peux dire qu'il y avait des routes. On peut dire qu'il n'y a pas de route. Nous avons en effet un très gros problème. Puis au fait que nos routes ne sont pas entretenues. Et elles sont aujourd'hui dans un état de développement avancé, menaçant même d'isoler certaines régions par rapport à d'autres. L'objectif donc, c'est de combler ce déficit, de faire en sorte que les routes principales, les routes nationales, soient remises en état. Je sais que vous y travaillez, mais vous avez surtout comme priorité les 63 ou 65 km entre la Lumia et Glendin, qui est un danger qui menace la coupure de Djamenad avec le sud du pays. Si on prend le nord, vous avez la route de Biltine, vous avez la route du Sida, la route d'Amtiman, Haraz, vous avez un peu plus haut encore la route d'Adré. Je n'entre pas dans les routes préfectorales ou sous-préfectorales. Vous venez au sud, vous savez que des villes comme Fianga et Gunugaya sont isolées du reste du pays pendant la saison des pluies parce que les routes sont impraticables. L'Éré, Pala, Kelo, je ne sais pas combien de premières pierres ont été posées. Jusqu'ici, il n'y a rien. L'Éré, Pala est exactement dans la situation de Djamena. Si on ne fait rien d'ici à la saison des pluies, l'Éré va être coupé. Et puis, un atelier de formation des jeunes non qualifiés sur les métiers de couture, des stylistes et des maquettistes a eu lieu ce 10 février 2023 au Centre de formation professionnelle. C'est l'Office national pour la promotion de l'emploi qui a organisé les 10 ateliers. Suivez le reportage d'Idriss Ismaël. Dans le cadre de lutte contre le chômage et la pauvreté que l'Office national pour la promotion de l'emploi a organisé cet atelier de formation des jeunes non qualifiés sur les métiers de couture, des stylistes et des maquettistes. L'objectif est le renforcement des capacités et d'insertion professionnelle à travers une expérience, une source de revenus et l'emploi. Dans ce mot de circonstance, le directeur général de l'Office national pour la promotion de l'emploi, Sadiq Brahim Diko, a salué la présence de tous avant de souligner l'importance de cette cérémonie. Cette formation professionnelle sur le métier de couture, des stylistes et des maquettistes est vue comme une forme d'investissement qui accroît les chances d'accès des jeunes sur le marché du travail et dont on peut vérifier la rentabilité à travers la rapidité d'insertion. Le présent atelier de formation est pour vous une occasion aussi importante qu'un moyen d'ouverture et d'opportunité sur le marché du travail, ainsi qu'une très bonne perspective d'insertion professionnelle. Il devrait vous permettre de vous approprier des éléments nécessaires au métier de couturier, des stylistes et des maquettistes. Les formateurs ici présents vous présenteront leur expérience basée sur les meilleures pratiques. Cela vous permettra d'assurer la bonne et nécessitée articulation entre l'apprentissage et la pratique. Rappelons qu'au total, 40 jeunes seront formés sur les métiers de couture, des stylistes et des maquettistes. Et sur ce, c'est la fermeture d'édition. Merci de l'avoir suivi. À demain, Inch'Allah.